on s'aperçoit qu'il y a une confusion qui règne dans les attendus de la participation, sur les finalités de la participation. Là, je vous parle de tous les dispositifs participatifs que l'on met en œuvre en direction des jeunes, qu'ils soient locaux, nationaux, tout ce que vous voulez. Et là, je m'inspire des travaux de ma collègue Patricia Loncle, sociologue de la jeunesse. Je vais aller assez vite là-dessus, puis je vais développer après. Mais quand on met en place une scène participative ou un dispositif participatif, est-ce que ça vise le soutien et la légitimation des décisions des promoteurs? Donc, alors, ça, c'est un copier-coller, excusez-moi, dans ceux des centres sociaux, pardon, excusez-moi, c'est un copier-coller d'une diapo, d'une intervention que j'ai dû faire avant. Mais en gros, le soutien et la légitimation des décisions des promoteurs, ça veut dire qu'en gros, on a pris des décisions politiques, on a pris un certain nombre de décisions en amont, et puis la participation des jeunes, on va la penser en gros de façon instrumentalisée pour qu'elle vienne légitimer ce qu'on a déjà décidé nous-mêmes. D'accord? Ou bien est-ce que les finalités, en tout cas en termes de participation, sont susceptibles de faire évoluer le contenu des décisions, donc des projets? Est-ce que les jeunes peuvent infléchir? Est-ce que les jeunes peuvent réellement prendre des décisions et donc infléchir le cours des choses et donc mettre en œuvre des projets? Est-ce que les scènes participatives sont à même de renforcer le fonctionnement démocratique d'un territoire, d'une association, d'un espace éducatif, d'une institution dans laquelle elles prennent corps? En gros, est-ce que c'est un processus un peu qui permet justement d'infuser la démocratie à tous les niveaux d'un territoire, d'une institution? Pour les enfants, les adolescents, on peut même prolonger jusqu'aux jeunes adultes, souvent on s'aperçoit qu'il y a une confusion entre éducation à la citoyenneté et participation des jeunes au changement. Donc, comment on gère la tension entre les deux? Souvent, on présente comme de l'engagement ou de la participation, ce qui n'est que de l'éducation à la citoyenneté, où les jeunes n'ont pas forcément les mains dans le cambouis. Bon, je vais développer un peu tout ça. Alors, sur la demande de participation, pourquoi faire participer les jeunes ou pourquoi les jeunes devraient-ils s'engager? 4 arguments que je vous soumets par rapport à cela. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous les soumets, mais c'est le terrain, tout simplement, les processus à l'œuvre. D'abord, le premier renvoie à ce que je vous disais dans la première partie de mon intervention. On est passé d'un modèle de l'identification, hein, rappelez-vous la discipline traditionnelle, à un modèle de l'expérimentation, en termes de socialisation, donc permettre aux jeunes de construire leur autonomie. Ça veut dire que faire participer les jeunes ou l'engagement des jeunes, premièrement, ça leur permet de développer leur autonomie, ça leur permet d'activer leurs capacités, ça leur permet de développer des compétences. Tout simplement. C'est tant est que les choses soient bien faites. Hein. Okay. Deuxième argument, la préparation aux prises de responsabilité futures. Donc là, je vous cite Patricia Loncle. Parmi les différentes catégories de population, la jeunesse est celle sur laquelle pèsent le plus fortement à la fois les obligations de citoyenneté et la nécessité de renouvellement de la société nationale. Donc l'engagement de la jeunesse invente ou préfigure la société de demain, tout simplement. Voilà, donc les jeunes d'aujourd'hui sont les élus de demain. Donc il faut les préparer à ça. Donc les faire monter en puissance et en compétence pour qu'ils puissent s'investir politiquement demain dans toutes les sphères de pouvoir de la société. Troisième argument, face à la crise des institutions et des politiques publiques en direction des jeunes, notamment dans certains territoires, il y a une incitation à l'empowerment. Donc l'empowerment, c'est le pouvoir d'agir collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a, et je peux l'observer dans grand nombre de terrains que je traverse, mais il y a une frustration souvent très grande, très forte d'un grand nombre d'élus locaux et de professionnels de jeunesse de constater qu'il existe dans l'offre de services locales tout un tas de dispositifs ou de choses qui ont été pensées pour les jeunes et qui ne sont pas appropriées par les jeunes. C'est-à-dire que souvent, dans les politiques sociales, qu'elles soient de jeunesse ou autres, c'est valable aussi dans la politique de la ville, il y a un taux de non-recours au droit qui est hyper important. Et quand le taux de non-recours au droit est hyper important, fatalement, on se pose la question de sa pertinence au regard des attentes et des besoins.
du public. Et donc, on se dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Parce que si les jeunes ne s'intéressent pas à ce qu'on leur propose, ou si ça marche peu ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là, vient corrélativement en posture l'idée de se dire que finalement, les jeunes sont les meilleurs experts de leur quotidien, de leur trajectoire, de leur parcours, de leur territoire, et donc que c'est à eux de nous donner la réponse. Donc faire valoir leur expertise d'usage, leur expertise de citoyen, tout simplement. Je vous donne un exemple. Dans l'accompagnement d'une collectivité qui s'apprêtait à relancer une politique de jeunesse. Et donc, c'était un petit peu sous la pression de l'élu à la jeunesse. Le maire n'était pas spécialement chaud par rapport à ça, une étude supplémentaire, etc. Lorsque l'on avait lancé la mission, il avait eu ces mots, il avait fini par dire, écoutez, pourquoi pas, si vous voulez refaire ou relancer ou redéfinir une politique de jeunesse, moi j'ai rien contre, mais à la condition que ça vienne des jeunes eux-mêmes. Et il ajoutait aussitôt, parce que je ne vais pas reproduire des schémas organisationnels qui montrent leurs limites aujourd'hui et qui ne donnent pas satisfaction aux jeunes. Donc c'est aux jeunes de nous dire finalement ce qu'il conviendrait de faire pour eux. Voyez? Donc on décentre. Donc c'est finalement l'idée de se dire que une politique publique ou un projet en direction d'un public, si on veut qu'il soit pertinent, si on veut qu'il soit efficace et efficient dans sa mise en œuvre, eh bien, il doit être co-construit avec le public. Et aujourd'hui, c'est un des référentiels politiques les plus promus par l'État, par un grand nombre de collectivités, qui consiste à dire on ne fait plus de politique de jeunesse sans les jeunes eux-mêmes, donc on construit les politiques de jeunesse avec les jeunes eux-mêmes. Mais ce n'est pas que les politiques de jeunesse, ça va au-delà, ça va aussi dans les projets de territoire, ça va dans les projets de structure, d'équipements socioculturels, tout ce que vous voulez. Où on essaye, autant que faire se peut, de ne plus considérer les jeunes uniquement comme des cibles de l'action, des bénéficiaires passifs, mais on essaye de les rendre acteurs. C'est peut-être l'argument le plus important. Jusqu'en 2015-2016, lorsque je donnais des conférences sur la participation et l'engagement, je m'arrêtais à ces trois-là. Et depuis quelques années, j'ai rajouté ce quatrième argument qui consiste à dire que dans une logique de cohésion sociale, c'est aussi faire vivre les valeurs de la République. Donc vous n'êtes pas, enfin vous savez que la France a traversé ces dernières années des événements tragiques liés à des attentats qui ont été commis sur le sol français. Un grand nombre d'entre eux par une partie de la jeunesse née en France, qui a grandi en France et qui s'est assise sur les bancs de l'école républicaine. Et pour autant, voilà, ils ont été radicalisés. Et l'État, les pouvoirs publics et bien d'autres ont repris conscience que finalement, il ne suffisait pas de lever les bras en l'air et de crier « Vive les valeurs de la République » pour que toute la jeunesse automatiquement les incorpore et les vive. Ça veut dire que finalement, pour faire vivre les valeurs de la République, ça suppose de les faire vivre par l'expérience, concrètement sur le terrain et par des engagements, par ouvrir le champ des possibles et donner à voir. Et donc finalement, dans cette logique-là de cohésion sociale, faire vivre les valeurs de la République, c'est permettre à une partie de la jeunesse de pouvoir activer ou s'imprégner des valeurs de la République par des engagements concrets. Donc c'est dans ce cadre-là notamment qu'on a conscientisé les limites du service civique et que l'État a commencé de manière beaucoup plus déterminée à se dire que fallait que les services civiques concernent également les jeunes des quartiers populaires. Mais c'est aussi valable pour un grand nombre de dispositifs qui consistent à dire que finalement, pour faire nation, pour faire bloc, pour faire faire destin commun, il fallait que les jeunes vivent concrètement les valeurs de la République et donc ça passe par un engagement sur le terrain. Donc voilà en gros quatre arguments aujourd'hui qui sont généralement promus et mis en avant pour justifier la participation des jeunes. Et donc la question
la question de savoir finalement pourquoi les jeunes devraient s'engager et participer. Donc voilà, alors après, chacune des scènes participatives peut, d'une manière ou d'une autre, poursuivre une des finalités plutôt qu'une autre ou conjuguer la plupart d'entre elles. Donc là, encore une fois, on est d'accord que ce sont des idéotypes, hein, c'est-à-dire que ce sont vraiment, là, ça reste schématique. Dans la réalité, c'est un petit peu tout ça en même temps, ça se combine. Donc voilà. En termes de méthode, la participation, alors là, on est plutôt sur les politiques publiques. Vous avez plusieurs échelles de participation et d'engagement des individus dans les politiques publiques. Vous avez plusieurs grilles de lecture aussi. Moi, je vous propose la plus simple. Après, vous en avez qui font 10 items, 20 items, enfin peu importe. Quand on est dans mode politique publique, sur la participation des jeunes, vous avez plusieurs niveaux. Alors, ça vaut aussi, c'est pas que les jeunes, hein, ça vaut aussi, c'est la participation des habitants en général. Le premier niveau qui est basique, c'est on informe les gens de l'existant, de leurs droits, de nos intentions. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ça reste de l'information, c'est pas tellement de la participation. On a un deuxième niveau qui est beaucoup plus fort, qui est déjà plus intéressant, pas plus fort, mais qui est la consultation. C'est en gros, je vous informe, je vous demande votre avis et je tiens compte de votre avis. Voilà, j'en tiens compte. J'essaie d'en tenir compte, mais je n'ai pas de compte à vous rendre. La concertation, c'est déjà un peu plus important, un peu plus intéressant. C'est le niveau au-dessus de la consultation, c'est je vous informe de mes intentions, nous vous informons de nos intentions. On tient compte de votre avis, on vous demande votre avis, et contrairement à la consultation, on est dans l'obligation de tenir compte de votre avis. D'accord? On reste encore dominant dans la scène participative, mais on est dans l'obligation de tenir compte de votre avis. Niveau encore au-dessus, c'est la co-construction, où là, on est à 50-50 dans l'actionnariat du projet. 50-50, ça veut dire que, en gros, les jeunes ont autant de pouvoir que les élus ou les professionnels dans la construction d'un projet ou la mise en œuvre d'un projet. Et puis l'empowerment, c'est le pouvoir d'agir collectif, territorial. Cette fois-ci, c'est on délègue le pouvoir sur un groupe d'individus, donc pour ce qui nous concerne, un groupe de jeunes. C'est-à-dire que finalement, c'est eux qui prennent en charge la menée ou de la politique ou du projet. Vous voyez? Donc, déjà, vous avez cette échelle de niveau de participation et d'engagement qu'il est intéressant toujours d'avoir à l'esprit quand on est élu ou professionnel de jeunesse, parce que dans les processus qu'on met en œuvre, que ce soit aussi bien une politique publique qu'un projet ou qu'une action plus modeste, on peut toujours se poser la question qui en est à l'origine et les jeunes, à quel niveau, quel est leur niveau d'implication là-dedans. Est-ce qu'ils ont juste été informés de ce qu'on leur a proposé? Est-ce qu'on les a consultés, concertés? Est-ce qu'on a co-construit avec eux? Ou mieux que cela, est-ce qu'on leur a délégué la tâche et le soin de construire? Je reviens sur la pluralité de la jeunesse, évidemment, parce qu'on ne travaille pas avec les jeunes de la même façon. Je vais aller assez vite parce que je ne veux pas être redondant avec ce que je vous ai dit dans la première partie de mon intervention. Mais généralement, vous avez 3 figures dominantes de la jeunesse dans les politiques éducatives et de jeunesse, toujours, et qui appellent dans l'esprit des décideurs, des élus, des professionnels, des réponses un peu particulières au regard des besoins, des attentes de ces publics-là. Vous avez toujours à l'échelle d'un territoire la jeunesse ressource. C'est la jeunesse un peu vitrine, la jeunesse en réussite, souvent la jeunesse étudiante qui s'implique, qui fait des projets, qu'on aime bien mettre à l'honneur dans un article de presse. C'est cette jeunesse-là, encore une fois, qui active pour la plupart les bourses aux projets jeunes, les dispositifs de mobilité internationale, etc. Vous avez la jeunesse à protéger. La jeunesse à protéger, c'est une jeunesse souvent en décrochage scolaire, jeunesse vulnérable, jeunesse en difficulté. Donc pour cette jeunesse-là, on va plus être sur de l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle, sur la formation, voilà, on va plus être sur du soutien, de l'accompagnement social, on va dire. Et puis vous avez un troisième type de jeunesse
qui est la jeunesse menace. Et donc là, c'est la jeunesse déviante, la jeunesse délinquante, la jeunesse avec laquelle on a du mal. Souvent, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand cette jeunesse-là s'agite sur l'espace public, qu'elle met à l'honneur l'ensemble de la jeunesse et qu'elle interroge les élus et qu'elle leur donne envie justement, qu'elle les incite à se bouger pour les jeunes, hein, tout simplement. Hein. Vous avez toutes et tous entendu ou vécu concrètement à travers vos expériences ces situations-là où finalement on parle très peu de jeunesse, on s'y intéresse finalement peu à l'échelle de sa collectivité, d'un point de vue politique, mais dès que ça commence à flamber, dès qu'il commence à y avoir quelques actes de délinquance, et je ne parle pas forcément des violences urbaines à l'échelle des grands quartiers, mais tout simplement aussi des dégradations dans les communes rurales. Enfin, ça va vraiment, ça peut vraiment être aussi cela. Et bien, là, on va commencer à s'intéresser à la jeunesse de manière plus générale, à se poser des questions sur ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'il conviendrait de faire. Voilà. Donc, plusieurs niveaux de participation et d'engagement et encore une fois, pluralité de la jeunesse. Donc ça, c'est important. Bon, ça, c'est une grille de lecture parmi d'autres. Hein. Voilà, après, dans la sociologie de la jeunesse, vous savez, dans la littérature sociologique, elle regorge de grilles de classification des jeunes. Bon, celle-ci est plutôt synthétique et assez consensuelle. Généralement, vous avez 3 conditions qui sont fixées par les décideurs publics aux jeunes dans les scènes participatives. Généralement, quand on demande aux jeunes de s'impliquer ou de s'engager, on leur demande de fixer ou de se hisser à l'échelle d'un intérêt général. On leur demande de dépasser les intérêts particuliers, de situer leur objet de participation au plus haut niveau de généralité. On leur demande de changer d'échelle pour se comporter comme de vrais citoyens, ce qui n'est pas sans poser problème. Généralement aussi, et là ça pose tout un tas de problèmes, on fixe comme condition inatteignable, qu'on se le dise tout de suite entre nous, inatteignable de la légitimité. C'est-à-dire qu'on a toujours l'illusion, qu'on souhaite tendre vers l'illusion qu'une démarche participative puisse être représentative de tous les jeunes et non de simples groupes aux intérêts particuliers. Je vous dis ça parce que, par exemple, dans le programme d'investissement d'avenir, projet innovant en faveur des jeunes, les territoires ont obligation justement de co-construire les politiques publiques avec les jeunes, ce qui n'est jamais simple. Et souvent, la question de la légitimité revient, c'est-à-dire on se dit, les jeunes qui siègent dans nos comités de pilotage ou les jeunes qui sont à la manette de telle ou telle action, ils ne sont représentatifs que d'eux-mêmes. Ils ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse. Bon, et ça, et donc, et dans le prolongement, pour celles et ceux souvent qui veulent discréditer la parole des jeunes, on les envoie toujours, là je vous renvoie encore une fois à vos expériences particulières, mais on les renvoie toujours sur le terrain de leur légitimité et donc on leur monte toujours un procès en illégitimité. Ah oui, mais attention, quand ces jeunes-là s'expriment ou quand ces jeunes-là revendiquent, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Donc c'est la meilleure façon de les discréditer et de passer à autre chose. Et souvent, c'est un stratagème politique très en vogue que l'on voit très souvent. Et puis, il y a la question de la contrepartie. Donc, ça vaut pour les bourses d'été de Bordeaux, là, qui nous ont été présentées, par exemple. Mais généralement, quand les jeunes s'impliquent, on aime bien leur demander un retour, une contrepartie. Donc, pour la collectivité, une association, le territoire, un espace éducatif, tout ce que vous voulez, on aime bien leur demander une contrepartie. Bon, tout ça, faut se dire que ça reste théorique et c'est toujours très compliqué à mettre en œuvre parce que des jeunes, pour la plupart, qui s'impliquent, qu'ils aient l'intérêt général en tête, c'est bien. Ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Je vais revenir tout à l'heure dans la troisième partie de mon intervention sur les modèles de participation. La légitimité, quand on est élu, on a la légitimité, on n'est pas plus légitime, on n'est pas plus représentatif de la population que des jeunes. Des élus locaux ne sont pas forcément tous représentatifs de la population qu'ils incarnent, mais contrairement aux jeunes, ils ont été élus et donc ils ont un mandat pour ça. Les professionnels sont salariés de leur structure, mais les jeunes ne sont finalement, sauf s'ils sont dans des organisations, sauf si ils ont été élus, etc., souvent ils ne sont représentatifs que d'eux-mêmes. Donc de toute façon, la question de la légitimité, elle sera toujours très limitée. Puis bon, la contrepartie voilà, peut toujours être discutée. Quand on est en face de jeunes,
c'est aussi, ou quand on est d'un point de vue éducatif ou dans l'accompagnement, en lien avec des jeunes dans une scène participative, on doit toujours interroger la capacité de l'adulte à entendre et prendre en compte les expressions, les envies, les attentes, les motivations des jeunes. Toujours se dire que les deux univers, jeunes et adultes, dans leur diversité, ils sont différemment normés, différemment dotés en registre de parole, différemment codifiés. Il y a toujours le risque, je vous le disais en introduction, que l'adulte pense à la place des jeunes, que l'adulte plaque sur les jeunes ses schémas cognitifs, ses motivations, etc. Il y a toujours le risque de la volonté de l'adulte de discipliner la parole des jeunes dans ses propres cadres, hein, en gros. Il y a généralement les adultes qui sont détenteurs de pouvoirs divers sur les jeunes. Et quand on est en présence de jeunes ou dans des scènes participatives, on ne cherche pas à prendre ce qu'il y a d'important dans la parole des jeunes, mais on ne retient que ce qu'on a envie de retenir en tant qu'adulte de ce que nous disent les jeunes. Donc c'est quelque chose qu'on observe très, très, très souvent. Et donc il y a un enjeu aussi de la formation des adultes sur la participation, l'expression des jeunes, parce qu'il revient à l'adulte. Quand je dis l'adulte, c'est là-dedans, vous y mettez les élus, vous y mettez les professionnels de jeunesse, vous y mettez tout ce que vous voulez qui sont, qu'on le veuille ou non, dépositaires d'un pouvoir ou d'une certaine forme de pouvoir sur les jeunes, d'être en capacité de changer de code pour entendre et comprendre les jeunes. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important parce que souvent, ce qu'on observe aussi, c'est que quand les adultes, ou comme les adultes sont souvent en difficulté ou ne veulent pas entendre les jeunes quand ils s'expriment ou qui ne veulent pas prendre l'expression des jeunes pour ce qu'elle est, il y a l'enjeu de se dire on va former les jeunes à la participation ou à l'engagement, mais dans le but d'amener les jeunes à produire des discours qu'on a envie d'entendre, quoi, qui sont similaires à ceux de l'adulte et non des discours de jeunesse. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose aussi, là, c'est toujours sur la place de l'adulte. Hein. Là, on est vraiment sur la place de l'adulte dans les scènes participatives. Vous le savez très souvent, hein, dans toute scène participative, les dominants dictent toujours leurs règles aux dominés. Donc, ce que l'on s'aperçoit souvent quand on réunit les jeunes pour monter un projet avec eux ou lancer un début de processus pour vue de reconstruire une politique de jeunesse ou de redéfinir une politique de jeunesse, souvent quand ils sont autour de la table en présence de professionnels ou d'élus, comme je vous le disais, les registres de parole sont différemment codifiés. Quand les élus, les professionnels commencent à s'exprimer, ils ont leur jargon technique, leur jargon politique. Souvent, ça peut impressionner des jeunes. Les jeunes n'osent pas. Quand les jeunes s'expriment, ils ont toujours mille et une façons de se faire bâcher par professionnels et élus. Tout ça, ça s'observe, hein, tout simplement. Et donc, finalement, quand vous êtes dans un espace comme ça qui n'a pas été pensé, conscientisé, préparé, les dominés se couchent toujours face aux dominants et ça provoque de la frustration. Donc, c'est important de se dire que quand on est dans une scène participative, avant même de travailler ou de mettre les jeunes en face d'élus ou en face de représentants détenant un pouvoir quelconque, il y a, comme le dit souvent mon collègue sociologue et ami Saïd Bouamama sur la question des discriminations, il est toujours important de sanctuariser des espaces où les jeunes vont d'abord se retrouver entre eux pour préparer les choses, discuter, débattre et se préparer à faire face. D'accord? Et donc, à monter en puissance et en compétence. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais il y a toujours en tout cas un risque d'instrumentalisation de la parole des jeunes quand elle est mobilisée, quand elle n'est pas suivie d'effet par les adultes. Donc ça, c'est hyper important. Donc simplement, ce que je veux vous dire à travers cette diapo, c'est que la participation, l'engagement des jeunes, il n'est jamais hors sol de toute façon. Pour qu'il soit rendu possible, il faut qu'il soit connecté aux sphères de pouvoir, à la capacité des élus, des professionnels, des acteurs associatifs, tout ce que vous voulez, à lui ouvrir un terrain pour se mouvoir. Et donc, la posture de l'adulte en général face aux jeunes, elle est déterminante et qu'on ne peut pas penser la participation et l'engagement des jeunes sans penser justement la capacité de l'adulte à entendre et à
accompagner les jeunes dans ce qu'ils ont envie de faire, parce que ça, c'est hyper important. Donc là, on touche à la formation, aux postures, etc., d'accompagnement. La question de la participation et de l'engagement des jeunes s'inscrit dans le plus pur modèle de la démocratie participative. Et c'est toujours très, très compliqué dans un modèle, dans un pays de démocratie représentative comme la France, de lui dégager de l'espace. Vous savez, nous, la France, on est le pays de Montesquieu. On élit des hommes et des femmes à la tête de l'État, à la tête des collectivités. Et donc, c'est eux qui détiennent l'essentiel du pouvoir. Et très souvent, on le sait, à l'échelle de nos territoires, que les espaces de démocratie participative sont la plupart du temps tributaires de ce que les tenants de la démocratie représentative veulent bien leur laisser. Ça veut dire que, en gros, si vous avez des élus ou des collectivités qui ne sont absolument pas sensibles à la question de la participation citoyenne, l'engagement, etc., vous aurez peu de chances de voir des actions se mettre en œuvre. Elles pourront toujours se mettre en œuvre à la marge du champ institutionnel et politique, mais ça risque d'être toujours très compliqué. Donc, les tenants de la démocratie représentative, c'est eux qui mettent en œuvre tout simplement à travers des orientations politiques, des budgets, des dispositifs, des espaces pour permettre aux jeunes de s'exprimer et de construire, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a la question du sens des engagements et puis la question que je partage avec vous, jusqu'où les acteurs politiques, institutionnels et même associatifs, pour ce qui concerne un grand nombre d'entre vous, jusqu'où vous êtes prêts à aller avec les jeunes. Est-ce qu'on doit fixer des limites à la participation, l'expression des jeunes? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que très souvent, on observe, et je l'observe dans les territoires, notamment pour les quartiers politiques de la ville, qu'on appelle de ses voeux à la participation des jeunes. Mais quand les jeunes commencent à participer, à s'exprimer et à dire des choses politiquement incorrectes, à ça, on n'a plus envie d'entendre. Et donc, on les bâche tout de suite et on coupe court. Donc, ça pose toujours une question d'un point de vue politique. Est-ce qu'on aime la parole des jeunes uniquement quand elle va dans notre sens? Uniquement quand elle va dans notre sens, ou est-ce qu'on l'accepte à tous les niveaux de risque? Dans une commune, une éminente commune du nord-ouest de la France que je ne citerai pas, par exemple, vous avez des élus qui ont toujours appelé à la participation des jeunes, etc. Et puis un jour, dans un quartier politique de la ville, il y a une association citoyenne de jeunes qui s'est mise en œuvre et puis qui a commencé à taper très fort sur les institutions, qui a commencé, y compris à aller sur des débats très sensibles sur la place sur la laïcité, sur la place de l'islam dans les territoires, etc. Et donc là, tout de suite, on l'a discrédité, on a dit stop, on arrête, quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple un peu extrême, mais pour dire justement, oui, mais que quand on joue le jeu de la participation, de l'engagement des jeunes, l'expression des jeunes, il faut aussi se dire que il faut laisser les jeunes aller là où ils ont envie d'aller, pas forcément les discipliner dans le cadre qui est le nôtre. Donc voilà. Et donc la participation, c'est le conflit. Ça, c'est hyper important à intégrer, quoi qu'il arrive, de toute façon, sauf si on est dans des projets consensuels, mais dès lors qu'on est à un niveau plus politique, la participation, c'est toujours le conflit. Et c'est un conflit qui est sain, qui est structurant. C'est un conflit qui fait toujours grandir les jeunes, puisque c'est un conflit où les jeunes, finalement, vont faire valoir leurs valeurs, ce qu'ils sont, etc. Et donc, penser la place du conflit dans la participation, c'est toujours important. Voilà. Je terminerai là-dessus pour pas être trop long et après, je passerai au modèle de participation. On sera sur des modèles un peu plus techniques. Mais en gros, les questions qu'on peut se poser sur les scènes participatives, à chaque fois qu'on met en place des choses avec les jeunes ou à chaque fois qu'on traite de la question de la participation, en quoi elles répondent à des besoins non insuffisamment pris en compte à ce jour, en quoi les scènes participatives que l'on met en œuvre avec les jeunes sont innovantes au regard de l'offre d'action locale, est-ce qu'elles apportent une valeur ajoutée, dans quelle mesure elles donnent du pouvoir d'agir aux jeunes dans la question de l'émancipation, quels sont les publics de jeunes impliqués, est-ce qu'on a toujours les mêmes ou pas, quelle est leur place dans le processus de production,
Hein, est-ce que ce sont simplement des bénéficiaires qu'on informe ou qu'on concerte, ou est-ce que ce sont de véritables acteurs avec lesquels on co-construit ou auxquels on délègue finalement le travail? Quel type de compétences sont activées? Et puis là, c'est un peu plus politique, un peu plus technique, mais gouvernance et partenariat des organisations. Voilà, tout simplement en quoi les scènes participatives peuvent aussi renouveler la gouvernance des organisations et des acteurs porteurs. Hein, quand on fait participer les jeunes ou quand on met en place des scènes participatives, bah, finalement, est-ce que ça interroge nos instances de gouvernance ou nos manières de produire de l'action, par exemple à l'échelle de la Ligue de l'enseignement, mais voilà, tout simplement en quoi ça permet de renforcer le caractère démocratique de nos pratiques et de nos institutions. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Je m'arrête là pour le deuxième temps de mon intervention et puis on peut ouvrir un petit temps d'échange entre nous. Merci, Shafik. Oui, parce qu'il y a un peu de questions dans le chat. On vous demande comment entendre et comprendre les jeunes. Ah bah ça, c'est tout le travail du professionnel de jeunesse. Comment comprendre les jeunes? La meilleure façon de les comprendre, c'est d'abord de se mettre en relation avec eux. Après, il y a tout un tas de méthodes, d'outils, etc., qui permettent de travailler avec eux pour faire émerger des besoins, des demandes. Mais effectivement, c'est une question pertinente et c'est, j'ai envie de dire, la question numéro un, c'est comprendre les jeunes. C'est effectivement, si on ne comprend pas les jeunes, c'est la meilleure façon de plaquer sur eux des modes de pensée qui sont ceux de l'adulte, ceux du professionnel, les fantasmes de l'adulte, du professionnel. Et après, on est frustré parce qu'on se dit, bah, ce qu'on fait, c'est formidable, c'est exceptionnel, mais ça ne les intéresse pas. Donc, effectivement, c'est un préalable nécessaire, c'est comprendre les jeunes. Oui. On demande aussi ces conditions et ces logiques de contrepartie m'interrogent. Ne sont-elles pas des freins à l'engagement et à la participation, voire un prétexte à l'engagement contre plutôt que pour? Oui. Oui, cette question de la contrepartie, ouais, il y a toujours cette idée. C'est valable pour les bourses au projet de jeunes dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. La plupart du temps, elles sont indexées à une contrepartie, c'est-à-dire on accepte de vous donner 1000 ou 2000 euros pour que vous mettiez en œuvre votre projet. Mais une fois que c'est fait, il y a une contrepartie pour la collectivité, donc quelle qu'elle soit vous donnez du temps de vous-même pour une association, soit vous rendez compte de votre projet par une exposition, parce que vous voulez, mais un retour sur investissement. Donc, il y a toujours cette idée que quand c'est des fonds publics qui sont engagés, il faut les justifier, il faut en rendre compte et que c'est toujours du donnant-donnant. Voilà, avec les jeunes, c'est toujours du donnant-donnant. Je n'ai pas de réponse figée là-dessus par rapport à ça. Bon, après, tout dépend des formes de contrepartie que l'on demande. Hein. Voilà, ça peut changer du tout au tout, mais effectivement, ça peut éventuellement être un blocage, mais pas toujours en tout cas. C'est pas... Stéphane se pose aussi la question, peut-être que la question de l'engagement de la jeunesse et la difficulté d'en dessiner son périmètre vient du fait que la difficulté de définir ce que veut dire être un jeune. Oui, tout à fait. Difficulté, oui, être un jeune, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, une jeunesse, mais il y a des jeunesses. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, dans la sociologie de la jeunesse contemporaine, il y a toujours du commun et du spécifique. C'est-à-dire que la jeunesse, quoi qu'on en dise, et contrairement à ce que disait Bourdieu, ça n'est pas qu'un mot. Elle existe réellement en soi et elle partage un sort commun, quoi qu'il arrive. Et elle vit de cette injonction à l'autonomie. Et la jeunesse aujourd'hui, c'est le temps que consacre l'individu à expérimenter et à acquérir des compétences en vue de se positionner. Ok, bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien après, il y a toute une pluralité de catégories de jeunes, aussi bien qu'on peut aborder un point de vue collectif et individuel. Et donc forcément, il n'y a pas une manière d'être jeune, mais il y a plusieurs façons d'être jeune avec ses forces et faiblesses. Et donc, tout l'art de l'accompagnement, c'est justement d'être en capacité d'en tenir compte. Et encore une fois, ça rejoint la première question, c'est comprendre les jeunes. Quoi. Ça, c'est hyper important. Et donc, ça pose la question toujours des diagnostics, des analyses, et ça, c'est toujours précieux chez les professionnels de jeunesse. Toujours comprendre, analyser pour donner du sens à ce que l'on met en œuvre sur le terrain.
Il y a Emeline qui rebondit sur les contreparties et demande si ces contreparties ne peuvent pas être une amorce et ou une présentation à l'engagement auprès des jeunes. Ouais, enfin, pas de réponse particulière là-dessus, oui. Why not? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de toute façon, contrepartie ou pas contrepartie, peu importe. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Rappelez-vous, hein, le préalable nécessaire, encore une fois, sur lequel doivent travailler les élus, les professionnels de jeunesse, encore une fois, c'est l'éveil de la curiosité, l'envie d'avoir envie. Encore une fois, hein, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on ne se lève pas un matin de son lit en se disant je vais monter un projet humanitaire en Afrique ou je vais aller creuser un puits au Gabon ou je ne sais où. C'est pas comme ça que ça vient. Donc tout ça, ça se construit patiemment dans le temps en donnant à voir aux jeunes ce qu'ils ne peuvent voir dans leur quotidien, leur ouvrir le champ des possibles, leur montrer que c'est possible et les accompagner progressivement et par palier. Tout simplement, je sais qu'à Grenoble, ils sont exemplaires là-dessus. C'est un territoire projet lauréat du programme d'investissement d'avenir. Et donc, avec une association métropolitaine qui s'appelle Innov, justement, ils ont pensé justement la participation de façon graduée avec différentes échelles où ils partent justement d'abord d'un premier niveau qui est l'éveil des curiosités, l'envie d'avoir envie, l'ouverture du champ des possibles à une participation beaucoup plus politique et beaucoup plus poussée, quoi. Et donc ça, c'est hyper important. Donc ça interroge les publics de jeunes, tout ce que vous voulez. Mais donc c'est ce qui est déjà important, c'est de dévoiler le champ des possibles aux jeunes, leur montrer que c'est possible et leur donner envie. Parce qu'il ne s'agit pas de leur montrer que c'est possible en leur, comme on le voit souvent, en leur transmettant un catalogue des dispositifs en disant regarde, c'est super, il y a telle bourse qui existe, montez un projet, allez-y, c'est formidable, engagez-vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout ça, ça se travaille humainement, patiemment dans le temps et avec des outils précis, quoi, qui sont ceux de l'éducation populaire du reste. Alors, dessus, il y a un propos, on a rebondi sur ce propos qui dit: «Les enfants manifestent une envie enthousiaste. Que se passe-t-il dans l'éducation pour que cette envie disparaisse?» Eh bien, j'ai envie de dire deux choses la plupart du temps quand on observe les expériences de terrain. La première, c'est la légitimité de l'envie ou de la demande. Quand elle est accueillie côté institution, côté association, côté adulte en général. Les jeunes peuvent arriver tout feu, tout flamme, on a envie de faire ça, et puis on leur dit que ça n'est pas possible ou que ça n'est pas une bonne idée, ou ah bah non, est-ce que vous voulez pas plutôt faire ça, ou enfin, vous voyez, donc ça se voit souvent. Donc en tout cas, on leur explique de manière générale que ça n'est pas forcément une bonne idée, que ce n'est pas, on se met à penser tout de suite à leur place, quoi, que c'est pas comme ça qu'ils devraient prendre les choses. Donc ça, c'est un premier point. C'est la question de la pertinence. C'est quand on remet en cause la pertinence et la légitimité de leur demande ou de leur attente ou de leur projet. Et la deuxième, c'est les normes qui peuvent exister, nom d'un chien, pour concrétiser une demande, quoi, ou une attente ou un projet. Sur les dispositifs de mobilité internationale, par exemple, c'est tellement le parcours du combattant qu'il faut vraiment s'accrocher, être bien accompagné, quoi. Voilà. Et puis, si j'en reviens, parce que c'est confortable et je vous en parle depuis le début, aux fameuses bourses aux projets jeunes, ce qu'on appelle les normes, c'est-à-dire c'est vraiment, il y a des normes ou des procédures, parce que c'est plus des procédures que des normes d'ailleurs, c'est les deux, qui peuvent aussi être dissuasives, mais quand il faut monter tant de dossiers, se retrouver devant une commission, etc., etc. Bon, tout ça, ça peut être dissuasif. Alors, quand vous avez les deux qui sont, je dirais, fusionnés, bon, voilà, c'est la meilleure façon de perdre les jeunes, y compris les enfants, bon, si c'est ça. C'est-à-dire que, premièrement, on remet en cause la pertinence, enfin, le bien fondé de leur projet, de leur demande. Déjà, ça les refroidit considérablement et ça les frustre. Et deuxièmement, quand il y a trop de procédures pour y arriver. Et ça me permet de vous dire que sur les procédures aussi, par rapport à ça, et j'en ai pas parlé et j'aurais peut-être dû, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de vie des jeunes, c'est pas le temps de vie des institutions et des politiques publiques.
Et le temps de vie des politiques publiques, des institutions, des collectivités, c'est un temps très long. Le temps de vie des jeunes, il est relativement court. Et donc, souvent, quand les jeunes formulent des demandes ou quand les jeunes ont des projets, ben, le temps qu'ils trouvent justement, que ça soit instruit côté collectivité ou autre, et que ça trouve un débouché, que c'est mis en œuvre, ben, souvent les jeunes ont disparu de la circulation. Ça, ils sont devenus adultes, ils ont quitté le territoire. Je vous donne un exemple très, très concret. Une ville avec laquelle je travaille depuis quelques années maintenant, qui est la ville de Saint-Brieuc, une ville moyenne du nord de la Bretagne, qui a fait qui a mené un grand processus de concertation en 2014, qui a abouti en 2015 sur qu'ils avaient appelé Place à la jeunesse, donc pour essayer de redéfinir collectivement la politique de jeunesse municipale de Saint-Brieuc. Et donc, ils avaient impliqué les jeunes, des groupes de jeunes, enfin, il y a eu plein d'enquêtes, tout ça est donc hyper important. Et donc, une des idées phares qui était née de ce projet, c'était de dire qu'il faut un grand pôle ressources jeunesse à l'échelle de la ville. Pôle ressources jeunesse, donc qui devait se matérialiser par des locaux. Après, techniquement, ça a été travaillé de 600 mètres carrés, incluant tant d'espace pour ceci, pour cela, etc. Un pôle ressources jeunesse. 2015, donc c'est restitué, le maire dit on y va, c'est parfait, on y go. Puis le temps que ça s'instruise, que ça se mette en œuvre, etc., etc. Aujourd'hui, on y est encore et le pôle ressources jeunesse dont je vous parlais va sortir de terre en 2021. Vous voyez? Bon, là, ça a été, il y a, comment dire, il y a des facteurs aggravants qui font que ça a pris encore un peu plus de temps. Mais quoi qu'il arrive, un projet aussi ambitieux qu'un pôle ressources jeunesse, ça ne se fait pas entre le moment où les jeunes disent il le faut et le moment où ça se produit. Ça ne se fait pas en 6 mois ou en 1 an. Ça demande du temps. Donc, vous doutez bien que les jeunes qui étaient à l'origine de la demande à l'époque, même si elle reste d'actualité, ceux-là, ils ont disparu. Hein. Ceux-là, ça y est, hein, ils vivent leur vie. Donc voilà, une des limites aussi hyper importantes, mais encore une fois, ça interroge le projet de jeune en soi, hein, ça interroge le niveau d'ambition, parce qu'il y a des projets de jeunes où il y a des choses qui peuvent se faire très facilement sur le terrain. En 3 mois, 6 mois, le projet est fait, c'est plié. Mais quand on est sur des choses très, très ambitieuses, toujours garder à l'esprit que le temps de vie institutionnel et politique n'est pas le temps de vie des jeunes et que ça, c'est quelque chose de très, très compliqué avec lequel il faut procéder et composer en permanence. Merci Shafik. Alors, il y a plus de questions dans le chat et je vais juste me permettre de rebondir sur quelque chose que vous mettez en évidence depuis le début et ensuite on pourra passer à la dernière partie. Donc, l'accompagnement des adultes autour des jeunes, c'est quelque chose qui est majoritaire là dans votre propos. Moi, ce que je demandais, c'est que vous parlez d'un travail de coopération du coup entre ces adultes et ces jeunes pour que l'accompagnement se fasse correctement. Comment on peut coopérer de manière efficace, on va dire, quand il peut y avoir un décalage de génération et du coup peut-être de valeurs et de vision entre les jeunes et les adultes qui les accompagnent? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Par exemple, je sais qu'il y a un sujet central à la Ligue de l'enseignement, en tout cas en tant que fédé d'éducation populaire, à laquelle vous êtes très, très, très sensible, c'est la question de la laïcité. Vous avez vu que récemment, là, il y a eu une étude qui démontre que la laïcité, côté jeunesse, elle est radicalement perçue, vécue, envisagée ou promue que la laïcité version adulte, quoi, en général. Quoi, vous voyez? Oui, parce que les jeunes sont dans leurs univers, ils ont leurs normes, leurs codes, leur mode de conduite, etc. Donc, c'est sûr. Et donc, ce qui m'a intéressé, moi, dans cette étude sur la laïcité, c'est la manière dont elle a été reçue côté politique et adulte pour dire que les jeunes, c'est des beaux salauds, en gros, ils sont embrigadés, et donc il va falloir qu'on leur rappelle ce que c'est la vraie laïcité, hein, celle celle que, celle qui est définie par une grande partie de la classe politique, hein, qui est une laïcité plus fermée que ouverte, hein, en gros. Hein, et donc, c'est encore une fois, hein, on a du mal à entendre
le point de vue des jeunes. Et donc, on veut toujours le discipliner dans le cadre adulte. Donc, ben voilà, donc c'est réduire la distance, tout simplement. C'est réduire la distance. Donc ça, c'est hyper important, mais c'est un enjeu fondamental. Ouais.